Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de James Taylor. Aussi longtemps qu'il s'en souvienne, James a toujours cru à une vie extraterrestre. D'ailleurs, alors qu'il était tout jeune, il avait cru voir un ovni dans le ciel. Il était encore au lycée et son équipe devait jouer un match de baseball important en fin de journée. La nuit était déjà tombée et alors que le match était bien engagé sur le terrain de baseball situé près d'un bois, un des joueurs frappa tellement fort que la balle fut projetée à plusieurs mètres. James se proposa d'aller la chercher car il avait vu dans quelle direction la balle était partie. Il traversa un sous-bois et son attention fut attirée par quelque chose de brillant à la cime des arbres. Il y avait un ovni de couleur argent et qui avait la forme d'un cigare. Il flottait au-dessus des arbres sans aucun bruit. James fut tellement choqué qu'il fit tomber la balle de baseball qu'il venait juste de ramasser. Le temps qu'il se baisse pour saisir la balle et qu'il se redresse, l'ovni avait disparu. Si bien qu'il se demandait si ses yeux ne l'avaient pas trahi. Lorsqu'il retourna sur le terrain, il raconta à un de ses camarades ce qu'il avait vu. Celui-ci se moqua de lui en lui disant que c'était impossible. Il avait dû confondre avec autre chose. Au vu de la réaction de son camarade, James ne reparla jamais de cette expérience à qui que ce soit. Mais au fond de lui, il était sûr de ce qu'il avait vu. Il garda la balle en souvenir de cette rencontre insolite, et il se fit la promesse d'apporter un jour la preuve d'une existence extraterrestre, et qui sait, peut-être même entrer en contact avec eux. James, qui devint plus tard agent de la sécurité du territoire dans la branche activité extraterrestre, n'avait pas oublié sa promesse d'adolescent. Tout au long de sa carrière, il avait récolté 1001 preuves sous forme de photos et vidéos, montrant des ovnis ayant été aperçus dans l'espace aérien américain. Et en intégrant le programme Starseeker, il avait pu voir de ses propres yeux un vaisseau spatial ainsi que 2 êtres extraterrestres. Fraîchement nommé directeur du programme Starseeker, James passait ses journées à la base à coordonner les recherches pour retrouver Tony. Il alla un moment dans son bureau pour réfléchir un peu. Il tenait dans sa main la fameuse balle de baseball qui le conduit tout droit vers un ovni. Il était très préoccupé, car 2 mois s'étaient écoulés, et après avoir remué ciel et terre, il n'avait pas pu retrouver la trace de Tony. Dans la base, le bruit courait que Tony était mort. Et cette rumeur était due à l'étrange témoignage d'un soldat qui faisait une ronde près des Rocheuses, là où Tony avait été vu pour la dernière fois. Alors qu'il marchait près de l'endroit où le vaisseau avait décollé, il aperçut une personne qui examinait le sol avec ce qu'il prit pour un petit détecteur de métaux. Il se rapprocha discrètement pour voir qui était cette personne. Par inadvertance, il marcha sur des brindilles asséchées qui craquèrent sous son pied. La personne releva la tête et le soldat crut reconnaître Tony. Il s'apprêtait à faire un appel radio pour prévenir la base. Mais le jeune homme s'était volatilisé. Lorsque le soldat retourna à la base pour faire part de ce qu'il avait vu, on lui dit que ce ne pouvait pas être Tony. James en était certain. Il avait bien vu Tony être téléporté dans le vaisseau spatial. Contraint et forcé, il devait se rendre à l'évidence. Il ne le reverrait certainement plus jamais.
Il fut envahi par un sentiment de tristesse et d'échec, car il avait promis à ses parents qu'il allait faire tout son possible pour retrouver leur fils. Alors qu'il s'apprêtait à quitter son bureau pour vaquer à ses occupations de dirigeant du programme Starseeker, il eut un mouvement de recul en apercevant quelqu'un se tenir juste en face de lui. La porte était fermée à clé de l'intérieur et il était impossible que cette personne soit entrée sans qu'il ne s'en rende compte. Le plus curieux était que la personne resta figée pendant de longues minutes. Et James se demandait si les horaires chargés en tant que directeur et le manque de sommeil ne commençaient pas à avoir des effets sur sa santé mentale. L'homme qui se tenait face à lui avait des traits qui lui semblaient familiers. Il avait une barbe fournie et les cheveux hirsutes. Son sang ne fit qu'un tour lorsque James réalisa qu'il s'agissait en fait de Tony. Il s'avança vers lui et tenta de lui serrer la main. Mais sa main traversa la sienne. Et à cet instant précis, Tony se mit à bouger et s'adressa à James. James, pétrifié, pensait qu'il s'agissait d'un spectre ou d'une hallucination. Tony, ayant lu la peur et l'étonnement sur le visage de l'agent Taylor, essaya de le rassurer. Il l'informa que ce qu'il voyait en face de lui était une projection holographique. James avait l'air confus. Tony s'expliqua en pointant un bracelet métallique à son poignet. Il lui dit que sur la planète où il était, c'est comme cela que les gens communiquent à distance. Tony assura James qu'il allait bien et qu'il était en sécurité avec les 2 pilotes extraterrestres qu'ils avaient sauvés. James demanda des explications. Pourquoi n'était-il pas rentré sur Terre depuis tout ce temps? Tony lui répondit que le peuple de cette planète l'avait accueilli comme un invité d'honneur. Et cela, car il avait participé au sauvetage des pilotes Jock et Akis du vaisseau spatial. Pendant les 2 mois qui s'étaient écoulés, il eut la chance et le privilège de découvrir cette planète nommée Arteka. Il avait pu voir les incroyables technologies avancées que ce peuple détenait et qui dépassaient tout ce qu'il pouvait imaginer. La faune et la flore n'avaient rien de comparable à ce qui existait sur Terre. En résumant très brièvement, Tony révéla à James que les Artékiens n'avaient pas de rancœur face aux Terriens par rapport à ce qui s'était passé. Ils avaient suffisamment de discernement pour comprendre que les agissements de l'ancien commandement du programme Starseeker n'étaient qu'un acte isolé et non représentatif de toute la race humaine. Ils comptaient sur Tony pour être leur ambassadeur et espéraient que notre planète et la leur puissent échanger et développer un lien de confiance et d'amitié. Mais Tony n'était pas venu apporter que de très bonnes nouvelles. Il en vint un sujet qui préoccupait énormément les Artékiens. Il existe une autre espèce d'extraterrestres à la vie plus tranchée sur l'espèce humaine. Par leur système de communication avancé, ils avaient des vaisseaux espions aux 4 coins de la Terre, qui au tout début ne faisaient qu'observer le comportement des humains. D'après de récentes informations, ils semblaient avoir eu connaissance de la capture du vaisseau artékien, et cela n'avait fait que confirmer leurs convictions. Ils en vinrent à la conclusion que les Terriens étaient un peuple hostile et dangereux pour tous les êtres extraterrestres sans exception. Ils décidèrent, au lieu d'attendre que ceux-ci s'en prennent à eux comme ils l'avaient fait pour Jock et Akis du vaisseau spatial artékien, d'agir en premier. Les Artékiens avaient été informés par un ami terrien qui avait été secouru en plein cœur de l'espace et vivait maintenant sur une planète non loin d'Arteka. À bord de sa navette spatiale, il intercepta une communication faisant part de leur sinistre projet. James demanda si cette personne était fiable. Tony lui dit que c'était sans doute la personne la plus fiable qu'il connaissait, et les passagers de la navette Granger One pourraient en témoigner. Mais pour respecter le souhait de cette personne, il ne pouvait pas révéler son identité. Tony prit un instant pour exprimer son soulagement en apprenant que le commandement de la base était revenu à James. Les Artékiens avaient reçu le message interstellaire envoyé depuis Starseeker quand tout le monde le cherchait.
James informa Tony qu'il avait toute sa place dans le nouveau programme et il lui demanda de revenir au plus vite pour l'aider à gérer cette situation de crise. Mais Tony ne pouvait pas revenir sur Terre sans l'aval du Conseil suprême de la planète Arteka. Ceux-ci devaient débattre pour déterminer si un être humain en possession d'informations aussi délicates sur eux ne constituerait pas une menace. Même si la loyauté de Tony n'était plus approuvée, c'était le protocole. Tony était juste venu rassurer James car normalement, le fameux conseil devait remettre sa décision sur le cas de Tony dans les prochains jours. Mais les nouvelles informations qu'ils reçurent sur le danger que court la Terre allaient sans doute remettre leur décision à plus tard. Tony ne savait donc pas avec exactitude quand son cas serait discuté. James demanda une faveur à Tony. Il insista pour remettre un message au conseil en son nom. Il fit le serment qu'à part lui et quelques membres du personnel, personne n'était au courant de leur existence et il demanda au conseil de laisser Tony rentrer chez lui, car sa place était sur Terre. De plus, Tony allait maintenant être un membre important du programme, en étant officiellement nommé ambassadeur intergalactique auprès des habitants de la planète Arteka. Pendant que James Taylor parlait, Tony appuya sur un bouton placé sur le bracelet en argent qu'il avait autour du poignet. On aurait dit qu'il enregistrait le message. Quand celui-ci eut terminé, Tony lui fit ses au revoir et l'hologramme de Tony se désintégra. James était partagé. D'une part, il était soulagé que Tony soit sain et sauf, mais d'un autre côté, il était inquiet et attendait avec appréhension la décision du conseil. Les heures défilaient, et James était impatient de connaître la décision du conseil. Il espérait que le conseil puisse rendre sa décision au plus vite et que Tony soit de retour sur Terre pour apporter son aide dans cette période difficile. Il se ressaisit rapidement, car il avait fort à faire. Avec les informations que Tony lui avait transmises, il devait immédiatement alerter les autorités compétentes. Il était 3 heures du matin, et James était toujours dans son bureau. Il s'apprêtait à passer un coup de fil à une cellule d'urgence du Pentagone. Il fut interrompu par un technicien du projet Starseeker qui frappa à sa porte. Sur les radars, on avait repéré une activité suspecte qui indiquait la présence d'un ovni. Il était non loin de la base, puis en l'espace de quelques secondes, le radar perdit sa trace. Il s'était volatilisé. Immédiatement, un véhicule avec à son bord James et 4 militaires alla en patrouille pour vérifier directement sur le terrain. Au loin, sur la route, ils aperçurent une silhouette se dessiner sous la lumière des phares. Ils ne distinguaient pas bien le visage et la patrouille pensait qu'il devait s'agir d'un intrus. Au fur et à mesure que la Jeep avançait, un sourire commençait à se dessiner sur le visage de l'agent James Taylor. C'était Tony. Le conseil avait finalement tranché. La voiture s'arrêta et les militaires qui accompagnaient James sortirent du véhicule en premier. Une arme à la main par précaution. Tony, qui avait l'air soulagé que James les reconnût, s'avança vers lui. Il le salua et il monta dans le véhicule. Il fut emmené à la base et James lui demanda de lui faire un rapide débriefing sur tout ce qu'il pouvait révéler de sa visite sur la planète Arteka. Mais Tony lui dit qu'il n'avait pas grand-chose à dire et qu'il était très fatigué. Il fut escorté à sa chambre. James fut surpris de ce comportement, mais il se dit que le voyage depuis la planète Arteka vers la planète Terre était probablement éprouvant et expliquait que Tony soit épuisé.
Le lendemain, ils se retrouvèrent dans la salle de réunion qui était équipée de brouilleurs pour éviter que leur discussion soit interceptée par qui que ce soit. Il n'y avait que James, Tony et 2 autres personnes de confiance avec eux. James avait du mal à digérer la nouvelle que Tony lui avait appris la veille. Il demanda à Tony plus de détails sur l'attaque de cette autre espèce d'extraterrestre. Tony, qui avait l'air un peu surpris au début, informa James que des pourparlers étaient en cours entre une assemblée de dirigeants artékiens et ceux de la planète, d'où était originaire le peuple d'extraterrestres qui comptait s'en prendre à la Terre. À part cela, il répondit ne pas avoir plus d'informations. James, voyant que Tony avait l'air passablement agacé, ce qui était très inhabituel chez lui, changea de sujet un moment. Il voulut en savoir davantage sur les apparitions d'OVNI et demanda à Tony ce qu'il avait appris sur le sujet, car il semblait que de tout temps, des objets non identifiés aient été aperçus dans le ciel un peu partout sur la Terre. Dans quel but précis ces êtres venaient-ils sur la Terre ? Tony lui répondit qu'il ne pouvait répondre qu'au nom des Artékiens, car il n'avait pas de connaissances sur l'autre espèce d'extraterrestres. Les Artékiens sont des explorateurs qui voyagent à travers la galaxie. Depuis des centaines d'années, ils viennent sur Terre et ont ainsi été témoins des différents stades d'évolution de celle-ci. James se demanda s'il en était de même pour l'autre espèce d'extraterrestres. Ils étaient peut-être aussi de simples explorateurs. Il trouvait regrettable que ces êtres d'une autre planète décident de s'en prendre à la Terre à cause des erreurs de quelques individus. Si seulement il pouvait entrer en contact avec eux et tenter de clarifier la situation sur ce qu'il s'était passé avec le vaisseau artékien. Tony débattait avec James en se plaçant du point de vue des extraterrestres hostiles, même si ceux-ci décidaient d'oublier l'incident avec les Artékiens. Comment être sûr que cela n'allait pas se reproduire dans le futur ? Il paraissait comprendre le sentiment de survie que ces êtres ressentaient, et l'espace d'un instant, James eut l'impression que Tony avait changé de camp, tellement il semblait convaincu par ce qu'il disait. Le temps passé sur Arteka n'avait vraisemblablement pas eu que des effets bénéfiques sur lui. Il mit un terme à la réunion et demanda à tous de se préparer, car ils allaient partir discuter de cela de vive voix avec les membres du Pentagone et le président des États-Unis en personne. Tony retourna dans sa chambre et James se dirigea vers son bureau pour passer quelques coups de fil. Il passa devant les quartiers de Tony. Il l'entendait parler avec quelqu'un, mais dans une langue incompréhensible. Intrigué, il frappa à la porte. Tony demanda qui était là, et James lui répondit qu'il voulait juste voir s'il allait bien. Tony répondit sans même ouvrir la porte qu'il allait bien et qu'il serait prêt dans quelques minutes. James commençait à présent à être inquiet. De toute évidence, Tony n'était plus tout à fait lui-même. Mais pour l'instant, ils n'avaient pas le temps de creuser le sujet. Ils allaient se rendre à Washington DC en hélicoptère. James avait pris avec lui une vidéo montrant la capture du vaisseau artékien, car il n'était pas convaincu qu'on le prenne au sérieux. Celle-ci avait été prise par le premier commandement du programme Starseeker. Ils avaient filmé toute la scène lorsqu'ils avaient leurré le vaisseau spatial et capturé les 2 pilotes artékiens. Ils firent une première escale au Pentagone où la situation fut prise très au sérieux, après avoir visionné les images de la capture des pilotes artékiens, Jock et Akis. Une réunion de crise avec le président des États-Unis eut lieu. Tony laissa James parler. Il ne faisait qu'observer en silence. James exposa toute la situation dans les moindres détails. Face à cette situation inédite, le président ordonna à James de diriger les opérations pour traiter cette affaire délicate. Après la réunion de crise avec le président, Tony disparut un moment et James le chercha partout dans les jardins de la Maison-Blanche. Depuis son retour d'Arteka, James trouvait Tony complètement différent et il le voyait souvent s'isoler.
Pendant que ce convoi était à la Maison-Blanche et au Pentagone, Tony apparut sous forme holographique à des techniciens du programme Starseeker pour leur transmettre une information capitale. Un espion avait été envoyé sur Terre pour préparer une invasion aérienne des aliens. Il demanda donc à toute l'équipe de rester vigilante. Un brillant scientifique qui travaillait à la base informa Tony qu'il avait peut-être une solution. Il avait mis au point un moyen de détecter tout être extraterrestre qui pouvait entrer dans la base. Il avait mis au point un portique qui scannait toute personne entrant dans les locaux de la base et qui analysait leur composition organique. Lorsque Tony mit fin à la transmission, Anderson, le scientifique, se demanda pourquoi Tony l'avait contacté par projection holographique. Un simple coup de fil aurait été suffisant. D'ailleurs, lorsque Tony revint sur Terre, Anderson n'avait pas le souvenir d'avoir vu le bracelet en argent qui permettait les projections holographiques autour du poignet de Tony. James et Tony revinrent de Washington en début d'après-midi. Le fameux portique avait été installé pour des premiers tests. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, James passa le premier par le portique de sécurité qu'il pensait être tout à fait banal. Puis, quand vint le tour de Tony, le portique se mit à sonner. L'alarme d'urgence de la base se déclencha et toutes les entrées se verrouillèrent automatiquement. James ne comprenait pas ce qu'il se passait, et Tony, qui avait l'air surpris, puis en colère, changea de forme et se transforma en un terrifiant alien xénomorphe. Alors qu'il était toujours dans le portique, une sorte de cage faite de laser le bloqua et l'empêcha de sortir. Anderson assura à James que cette prison était tout à fait solide et que cette créature ne pouvait en sortir. Anderson, voyant que James était totalement perdu, lui donna un début d'explication sur ce qui s'était passé. Celui qu'il avait trouvé sur la route près des Rocheuses et qu'il pensait être Tony était en fait un imposteur. Le véritable Tony avait contacté la base par le moyen de communication fourni par les Artékiens. Anderson, qui était présent, lui dit qu'il le croyait sur Terre en mission avec James au Pentagone. Mais de toute évidence, ce n'était pas lui. James retourna ensuite dans son bureau, et à l'intérieur de celui-ci, l'attendait une projection de Tony. Il lui révéla que le conseil avait été reporté à cause d'affaires plus urgentes, et c'est pour cela qu'il n'était pas rentré. James l'informa de la capture de l'intrus qui avait pris son apparence et qui l'avait accompagné dans les endroits les plus sensibles comme le Pentagone et la Maison-Blanche. Tony comprit immédiatement de quoi il s'agissait. C'était l'espion de cette autre planète extraterrestre qui était venu récolter le plus d'informations possible. Il détailla à James comment cet alien avait réussi à prendre son apparence. Lorsque Tony fut blessé par les tirs de l'armée, au moment où il aidait Jock et Akis à retourner chez eux. Il avait perdu beaucoup de sang et il devait en rester des traces au sol. Une fois que la zone fut libre d'accès, l'espion arriva quelques jours après sur place et avait dû faire un prélèvement de son ADN. Ces êtres ne peuvent pas changer d'aspect à leur guise. Pour se transformer, ils ont besoin d'un extrait d'ADN de la personne dont ils souhaitent prendre l'apparence. Celui qui avait pris l'apparence de Tony l'avait fait dans un but d'espionnage. Il avait été envoyé sur le terrain en tant qu'éclaireur. Et cela dans le but de transmettre aux siens toutes les informations nécessaires pour préparer une invasion. James n'en revenait pas. Tony informa James qu'il allait interrompre la communication, car il était tout près de la Terre. En consultant le radar, un technicien de la base avait repéré un objet volant non identifié, qui ne pouvait être que le vaisseau où se trouvait Tony. Le vaisseau apparut dans le ciel et était tout près de la base. Tony fut téléporté au sol et il tenait dans ses mains une sphère métallique de la taille d'un ballon de foot.
James lui demanda quel était cet objet. Tony lui dit que cette sphère était dotée d'une technologie qui leur serait très utile pour protéger la Terre de l'invasion des aliens xénomorphes. Il plaça la sphère au sol et il attendait le signal d'Akis pour l'activer. Dans les 4 coins du globe, d'autres vaisseaux avaient placé des objets similaires. Quand le signal fut donné, Tony appuya au centre de la sphère et celle-ci s'activa et propulsa dans le ciel un immense faisceau lumineux. Au même moment, les autres sphères qui avaient été déposées par téléportation furent activées à distance par Jock. Une lumière bleue électrique se propagea au-dessus de la planète Terre, formant ainsi un bouclier énergétique protecteur. On voyait d'énormes vaisseaux de forme triangulaire et de la taille d'un terrain de foot apparaître dans le ciel. Ils tiraient à plein feu sur le bouclier. Mais malgré les salves de tir intenses, rien ne traversa le bouclier. Les tirs ricochaient sur le bouclier et causaient des dommages sur les propres vaisseaux des envahisseurs. Ils subirent des dégâts majeurs et n'avaient plus d'autre choix que de rebrousser chemin. Évidemment, tout cela était visible depuis le sol et créa un mouvement de panique et une hystérie collective auprès de la population. Mais dès que les vaisseaux ennemis s'en allèrent, les cris de terreur laissèrent place à des cris de joie. Les Artékiens envoyèrent un signal sans équivoque aux xénomorphes. Toute nouvelle tentative d'attaque envers la planète Terre conduirait à des représailles non seulement par le peuple artékien, mais aussi par une coalition de planètes amies qui partageaient les mêmes valeurs que les Artékiens. Avant de désactiver le bouclier protecteur, Tony demanda une faveur aux Artékiens pour le bien de tous. Il était préférable que cet épisode traumatisant soit effacé de la mémoire des habitants de la Terre. Grâce à leur incroyable technologie, le bouclier diffusa une lumière blanche intense très vive et éblouissante. Tout le monde sur Terre ne pouvait en détourner les yeux et la regarder, que ce soit directement ou à travers la télévision ou encore les écrans de téléphone. La lumière s'intensifia et disparut d'un seul coup. Toutes les personnes qui avaient vu cette lumière avaient oublié tout ce qui s'était passé concernant l'attaque extraterrestre. James, Tony et son équipe s'étaient réfugiés dans les locaux de la base et avaient pour instruction de ne pas regarder la lumière blanche du bouclier à travers les fenêtres ou les écrans. Après ces événements, une fête fut organisée pour célébrer le retour de Tony. Il prit ensuite un congé de quelques jours pour aller voir ses parents. Il revint une semaine après à la base pour enfin commencer ses nouvelles fonctions d'ambassadeur intergalactique. Les choses étaient enfin revenues à la normale. Tony resta en contact avec Akis et Jock de la planète Arteka. Ceux-ci avaient proposé à James et son équipe de leur transmettre leur savoir et d'aider les Terriens à construire des vaisseaux semblables aux leurs, qui leur permettraient de voyager à la vitesse de la lumière et d'explorer la galaxie. James fut enchanté par cette nouvelle et il était impatient que ce nouveau projet voie le jour. Il repensa à sa rencontre du premier type lorsqu'il aperçut un ovni près du terrain de baseball, lorsqu'il était adolescent. Il en avait fait du chemin depuis. Non seulement il avait rencontré de véritables extraterrestres, les pilotes du vaisseau artékien Jock et Akis, mais en plus, ces derniers consentaient à partager leur technologie avec eux pour pouvoir parcourir l'espace. Même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait jamais pu imaginer une telle chose. Reste à espérer que cette nouvelle aventure qui se profilait serait moins mouvementée et ferait place à des découvertes exceptionnelles. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.